Madame la Présidente, vous et moi, la plupart des gens dans cette chambre, pas tous, avons de naissance, je dirais, presque un privilège, celui de connaître notre identité de genre. On se présente, homme ou femme, et nous sommes bien dans notre corps. On trouve ça normal, comme respirer ou marcher, apprendre à parler. Et puis on se rend compte très tard dans la vie, souvent, que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur corps. Et on sait quand on est malade, indisposé, que quand on n'est pas bien dans notre corps, c'est tout notre comportement qui est affecté. Alors imaginez que ce soit une condition permanente, que constamment, vous vous disiez, il y a un problème avec mon corps. Ma tête, la façon dont je me vois, la façon dont je ressens, n'est pas la même que mon corps. D'abord, c'est un énorme trouble intérieur. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas comme les autres. Ça doit être de ma faute. C'est la première réaction. Vous savez, les enfants considèrent que tout est de leur faute. Tout est de leur faute. Donc, ils internalisent ça. Et s'ils ont autour d'eux quelqu'un qui est ouvert d'esprit, il peut dire, non, c'est pas de ta faute. Il y en a comme toi. C'est juste que la nature a fait que tu n'es pas le corps qui va avec ta personnalité. Et de décider d'ajuster ça. C'est encore un énorme trouble intérieur. Je vais ajuster ça. Et si la société envoie le signal que c'est pas ajustable, ça crée une énorme discrimination. Ça crée une angoisse, ça crée une dissociation de son identité, ça crée de la culpabilité, ça crée de l'inadaptation. Et je vous avoue, comme mon collègue l'a dit, que j'étais essentiellement ignorant de cette réalité. Ignorant. Et grâce au débat que nous avons eu sur le règlement, qui découle du projet de loi que nous avons tous adopté, qui avait été déposé par notre collègue le ministre de la Justice, Bertrand Saint-Arnaud, il y a 2 ans, on a été exposé à cette réalité de gens jeunes et vieux, de trans, de femmes trans et d'hommes trans. Ça veut dire, quand on dit femmes trans, c'est qu'ils sont femmes maintenant. Je ne le savais pas. Est-ce qu'on dit un homme devenu femme? Non, on dit une femme trans, c'est son identité actuelle, c'était la bonne, celle qu'elle n'avait pas à la naissance. Puis si on dit un homme trans, c'est la bonne identité, celle qu'elle a maintenant et qu'elle n'avait pas à la naissance. On a appris des mots comme transphobie. Transphobie, ça veut dire quand vous êtes victime de discrimination parce que vous êtes trans. On a appris qu'on dit trans. On dit les trans. On a appris que le fait d'avoir une carte d'identité qui reflète correctement son genre, ce qu'on tient pour acquis tous, quand on ne l'a pas, c'est du trouble. C'est du trouble toute la journée, Madame la Présidente. C'est du trouble à l'école. Parce que si quelqu'un a décidé qu'elle a assumé le fait à partir de... C'est à 12, 13, 14, 15 ans que ça se fait. 12, 13, 14, 15 ans. Et même, on a vu un parent, une mère qui a dit, moi je dis à mon école, ne l'appelez pas Luc, appelez-la Luce. Je dis, quoi? Elle dit, écoutez, c'est écrit Luc. C'est écrit Luc sur la liste. C'est écrit Luc sur le bulletin. C'est écrit Luc dans le code permanent. Ça fait que moi, je n'ai pas l'autorité de dire Luce. Et là, si Luc a décidé de s'habiller en Luce, puis d'aller à l'école, puis qu'il se fait nommer Luc, c'est une très mauvaise journée. Puis vous savez que les enfants, il y a quelque chose qu'ils apprennent tôt, c'est la cruauté, les uns envers les autres, en ceux qui ne sont pas dans la marge, ceux qui sont à la marge. Alors on se dit, oui, c'est vrai, là, ça veut dire que l'inadaptation de nos structures à cette réalité difficile ajoute à la difficulté, à l'angoisse, au malheur, à la tristesse, et au fait, Madame la Présidente, que les jeunes trans, plus de 40% d'entre eux
pensent au suicide. Ils ne font pas tous une tentative, mais ils y pensent tous. Ça nous donne la profondeur de la difficulté. Et ça nous donne aussi une idée de la responsabilité que nous avons de réduire au maximum le degré de difficulté. Et c'est intéressant parce que cet apprentissage, nous l'avons fait, les membres de la commission, tous ensemble. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques avait une vie d'avance sur nous là-dessus. Elle a pu nous accompagner dans cet apprentissage. Et je sais très bien que le premier jour, quand on m'a dit « bon, on va faire ça », les gens demandent la possibilité de changer leur nom sur... j'avais une certaine réticence. Et on l'a expliqué à notre caucus, on a parlé à des gens. Le premier mouvement, c'est la réticence. On ne va pas laisser les gens changer leur nom facilement, puis s'ils changent d'avis, etc. Je peux vous dire que je porte aujourd'hui sur celui que j'étais et qui a pensé ça il y a 2 mois, un regard extrêmement critique. Extrêmement critique. Parce que ce n'est pas de la réticence qu'il faut avoir, c'est de l'humanisme. C'est un geste d'humanisme que nous posons aujourd'hui. C'est à la société à s'adapter à cette réalité. Ce n'est pas à eux de s'adapter à notre rigidité ou d'accepter notre réticence. Mais je le dis parce que je sais que maintenant, dans cette enceinte, on est tous au diapason. Mais nous avons fait le chemin. Et donc, l'acte que nous posons en rendant ces recommandations à la ministre, et on sait que la ministre est très bien disposée envers la plupart de ces recommandations, on sait que ça nous donne un devoir de pédagogie. Il faut être contagieux dans notre humanisme, parce que cette réticence que nous avons vécue, les gens vont la vivre avec nous. Alors, il va falloir le faire et l'expliquer. Et le plan d'action contre l'homophobie et la transphobie devrait donner des outils pour expliquer cela au moment où nous allons adopter le règlement ou d'autres recommandations. Alors évidemment, le premier mouvement, c'est de dire, il faudrait que ça soit compliqué de changer de nom. Il faudrait que ça soit compliqué. Et à force de parler aux gens, ils disent, mais là, pourquoi je dois prouver ça, moi? Pourquoi? Et comment je vais prouver que j'ai changé de genre? Comment je vais prouver que ça fait 2 ans que je vis dans l'autre genre? Pourquoi vous mettez un délai? Déjà, je vis dans cette difficulté, dans ce genre d'univers parallèle où je ne suis ni homme ni femme, puis là, vous voulez que ça soit encore plus difficile? C'est quoi votre problème? On dit, vous avez raison, il ne faut pas que ça soit difficile. Puis, c'est pas frivole, c'est le geste d'une vie de décider d'assumer son identité autre. Alors, c'est pas comme de changer de lunettes, là. Ils le font une fois, c'est un déchirement, c'est parfois un drame familial, c'est un drame avec les amis, c'est parfois, ils quittent leur village, ils viennent à Montréal parce qu'il y a un environnement qui est peut-être plus réceptif. Alors, est-ce que nous, l'État, on va mettre des barrières supplémentaires, un délai supplémentaire, imposer une période de discrimination supplémentaire ou imposer le fait de « prouvez-nous que vous avez fait comme si pendant un certain temps » alors que vous n'avez pas la carte qui dit que vous êtes ce que vous êtes vraiment. On s'est tous rendus à ces arguments. De dire, mais non, on ne va pas ajouter à la difficulté, on va lever les obstacles, au contraire. Et donc, la recommandation commune que nous faisons, c'est de dire non. Lorsque la personne majeure, puisque c'est le cadre de la loi majeure, c'est écrit dans la loi, je reviendrai tout à l'heure au mineur, lorsque la personne majeure aura pris la décision en son fort intérieur qu'elle veut changer la détermination de son genre dans tous les actes civils du Québec, on va dire, tu es prête? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On te demande, comme pour un passeport, d'avoir avec toi quelqu'un qui nous dit, cette personne, je la connais, j'atteste de la véracité de ce qu'elle fait, j'appose ma signature avec la sienne. Point. Comme on fait dans un passeport. Parce que ce qu'on leur offre, c'est un passeport vers leur réelle identité. Et un passeport vers la reconnaissance par l'État, par les policiers qui les verront, par le ministère de l'Éducation, par l'ensemble des institutions pour qui les normes sont importantes. C'est un passeport vers la normalisation
de leur situation de genre. C'est ce qu'on leur offre. Alors, c'est très bien ce que nous faisons collectivement. Mais nous avons dépassé, pas outrepassé, dépassé le cadre qu'on nous avait donné, qui était d'appliquer par règlement un projet de loi qui reconnaît aux majeurs citoyens canadiens résidant sur le territoire québécois la possibilité de changer de nom pour changer de genre. On s'est dit, bien là, ça exclut. Le libellé que l'Assemblée a adopté exclut. Il exclut les Québécois d'adoption qui ne sont pas encore citoyens, mais qui ont décidé de vivre ici pour le reste de leur vie ou pour l'avenir prévisible. Pourquoi est-ce que eux et elles ont dit non, jamais. Tant que vous n'êtes pas citoyen canadien, vous ne pourrez pas changer votre genre. Ben non. On dit à la ministre non. Non, là, ce sont des Québécois d'adoption et nous les avons adoptés et nous devons leur permettre, d'une façon ou d'une autre, de s'ajuster à la réalité et de nous de s'ajuster à la leur. J'ai eu des collègues, par exemple, à l'Université de Montréal, quand j'y étais, un brillant professeur chinois qui était déménagé aux États-Unis il y a 6 ou 7 ans et qui a déménagé à Montréal pour enseigner. Et j'ai dit, mais pourquoi vous avez choisi Montréal? Ben, il dit, c'est parce qu'ici, je pouvais me marier. Il était gay. Il avait choisi Montréal parce qu'il pouvait se marier avec son conjoint à Montréal, ce qui n'était pas encore le cas dans l'État américain où il vivait maintenant, ce serait le cas. Alors, il est vrai que parmi les Québécois d'adoption, il y a des gens qui viennent ici parce que nous avons, sur plusieurs aspects, une longueur d'avance dans l'humanisme. On a une longueur d'avance sur la reconnaissance des droits des homosexuels. On a une longueur d'avance sur le droit de mourir dans la dignité. Et là, on n'aura pas une longueur d'avance sur les droits des trans. On va s'ajuster avec le peloton de tête, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont précédés. On n'est pas trop loin en arrière, au moins. On va s'ajuster avec ceux qui nous sont précédés. Alors donc, même lorsque la ministre modifiera le règlement et qui sera en vigueur dans quelques mois, il y a du travail à faire pour les Québécois d'adoption. Il y a du travail à faire pour les mineurs. Ah ben là, moi j'ai déjà parlé de ça à certains. Ils disent, ben là, les mineurs sont mineurs. Oui, ils sont mineurs. Ils n'ont pas les droits des majeurs. On ne dit pas qu'un mineur qui va se présenter avec son petit copain pourra changer son nom, bien sûr. Cette Assemblée a travaillé depuis des décennies à établir qu'à un certain âge, ça prend le consentement parental ou le consentement de ceci, l'accompagnement de cela. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des droits des mineurs et qu'on adapte les droits des mineurs au fait qu'ils sont mineurs. Alors, c'est ce qu'on dit dans le rapport à la ministre. Il dit, écoutez, il faut revenir sur la question des mineurs. Il faut que les mineurs puissent, au moment où c'est critique pour eux, 13, 14, 15 ans, avoir un accompagnement qui leur permet de vivre leur réelle identité sexuelle. Et ça urge parce que c'est là que c'est pire. C'est là que le drame se vit. Et dans nos écoles, on dit, ben, il y a des écoles ouvertes qui s'adaptent à cette pratique, puis il y a des écoles qui ne sont pas ouvertes. Puis même dans les écoles ouvertes, Madame la Présidente, on dit, bon, mais ça allait bien pour ma fille, qui est née garçon, parce que l'école s'était adaptée au fait que c'était une fille, mais un jour, il y a eu un remplaçant. Il a fait l'appel. Puis sur la fiche qu'on lui avait donnée, il y avait le nom masculin de ma fille. Encore une mauvaise journée. Hein? Alors, on peut faire des adaptations, mais si la norme n'a pas été modifiée, elle finit toujours par s'insérer dans la discussion. Alors, on dit, pour les mineurs, on donne le mandat à la ministre de la Justice de nous revenir avec une proposition. Mais ce n'est pas tout. On s'est rendu compte aussi que, bon, d'abord, il y a beaucoup de bonne volonté au Québec dans les associations, les écoles et ailleurs. Il y a parfois de la mauvaise volonté, mais il y a de la bonne volonté, puis il y a des bonnes pratiques. Alors, nous nous sommes dit, à l'opposition officielle, mais nous allons faire 2 propositions. Et je pense que c'est de la transparence de dire, bien, nous avons fait des propositions, nous sommes contents qu'elles soient accueillies favorablement par nos collègues. Une proposition, c'est qu'on fasse un groupe de travail sur les bonnes pratiques de relation avec les trans dans le secteur public et parapublic et au-delà, même dans le secteur privé. Hein, que le gouvernement puisse dire, bien écoutez, si vous êtes
en situation d'avoir un employé trans, un client trans, un élève trans, un patient trans, voici les bonnes pratiques. Peut-être qu'elles ne seront pas toutes couvertes par la loi, mais voici les bonnes pratiques. Et nous, l'État, nous vous encourageons à appliquer ces bonnes pratiques. Dans le secteur public et parapublic, ça peut devenir des circulaires administratives. On dit ça, on peut faire ça facilement, rapidement. C'est une recommandation que nous faisons. Et la deuxième recommandation, c'est le guichet unique. On le sait, le registraire d'État civil nous a dit, nous, à partir du moment où le règlement est adopté et que le changement de nom est fait, on envoie le changement de nom à presque tout le monde dans l'État. C'est bien, mais on voudrait que les personnes trans puissent aussi avoir, à partir d'un guichet unique, des réponses à leurs questions. Que des administrateurs, privés ou publics, pourraient aussi consulter pour avoir des réponses à leurs questions. On pourrait leur envoyer les bonnes pratiques. Ce qui était... Alors, on se dit, est-ce qu'on fait ça de bon cœur parce qu'on est humaniste? Oui. Mais on s'est rendu compte au premier jour de la commission qu'on fait ça parce que c'est l'état du droit international, en fait. On ne le savait pas, on se l'est fait dire par un grand juriste, Jacques Frémont, qui est le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui, dans un premier rapport qui nous a bien cadré juridiquement, nous a parlé du droit à la personnalité juridique et au fait que le droit international, depuis un certain temps, bouge dans le sens d'une reconnaissance, y compris de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et je vous cite la Commission, « Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Les personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre jouiront d'une capacité juridique dans tous les aspects de leur vie. L'orientation sexuelle et l'identité de genre définies par chacun personnellement font partie intégrante de sa personnalité et sont l'un des aspects les plus fondamentaux de l'autodétermination, de la dignité et de la liberté. » Voilà, Madame la Présidente, ce que nous voulons faire réalité dans le Québec d'aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente.